Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. À 6 mois des élections, conformément au calendrier électoral et à la Constitution, est-ce que l'État de droit est-il en train de subir un coup dur? Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de suivre votre émission. Entre les lignes, aujourd'hui, on va rester sur les questions de droits de l'homme, l'État de droit en République démocratique du Congo. À quelques mois déjà de cette échéance qui est prévue, attendue de tous, qui sera vraiment très importante. Alors, avant d'entamer cette question particulièrement, mais on va prendre l'actualité. L'actualité du jour, c'est le procès de monsieur le député national Jean-Marc Akabound, qui a aujourd'hui été devant la Cour de cassation. Jean-Marc Akabound était donc auditionné une nouvelle fois aujourd'hui, 7 août 2023. Alors, on va essayer d'analyser ça. Maître Oscar Moubiaï, on va parler avec vous de ces différentes questions d'actualité, mais particulièrement liées au droit, parce que vous êtes coordonnateur national de l'ONG État de droit en marche. Maître Oscar, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de reprendre notre invitation. On vous a vu, nos caméras vous ont vu à la Cour de cassation, à l'audience d'aujourd'hui avec monsieur Jean-Marc Akabound devant la Cour de cassation. Qu'est-ce qui justifie votre présence à cette audience d'aujourd'hui? Vous venez de le dire, nous sommes une ONG des droits de l'homme et notre rôle, c'est de pouvoir veiller au respect des droits de l'homme pour l'état des droits que nous soutenons et qui est en marche. Et c'est pour cela que nous avons été là, pour voir comment se déroule le procès. Et vous savez que tout procès, pour que l'on considère que ce procès-là peut y accorder le crédit, il faut qu'il y ait le respect de ce que l'on appelle les principes directeurs du procès. Et il y a deux principes essentiels. Le respect des droits de la défense, ce qui conduit à ce que l'on appelle le procès équitable. Et donc nous avons été voir si aujourd'hui le procès Akabound s'est déroulé régulièrement dans le respect des principes directeurs du procès, donc les droits de la défense, le procès équitable. Et c'est pour ça que nous avons été là, monsieur le journaliste, et nous étions dans notre rôle. Merci. Alors, Maître Oscar, rapidement, vous aviez suivi cette décision de la Cour de cassation elle-même qui avait assigné monsieur Jean-Marc Akabound à résidence surveillée. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il soit toujours détenu à la prison centrale de Makala? N'est-ce pas un coup dur qui est subi l'État de droit dans ce procès? Bien, écoutez, j'ai eu l'occasion d'avoir son porte-parole de M. Akabound, le député. J'ai eu son porte-parole qui m'a fait état de cette question dont je n'ai jamais été saisi. Donc moi, comme ONG, notre rôle, c'est de pouvoir vérifier, comme je venais de vous dire, et que si les cas sont avérés, saisir les autorités compétentes afin de pouvoir y remédier. C'est ça notre rôle. Donc, moi, je n'ai jamais été saisi, comme mon ONG n'a jamais été saisi de ce cas-là. Le porte-parole de M. Akabound m'a confirmé, certifié que très rapidement, après l'audience d'aujourd'hui, il pourra nous communiquer l'ordonnance à laquelle vous faites allusion
Et nous allons voir si cette ordonnance existe réellement et qu'est-ce qui a fait que cette ordonnance ne soit pas exécutée. Soyez rassurés que s'il y a des irrégularités ou s'il y a le blocage, nous allons toquer à des portes utiles, ça veut dire en l'espèce, devant les autorités nationales, pour leur faire comprendre que dans un état de droit, il n'y a pas lieu à faire obstruction ou à empêcher l'exécution de décisions de justice. Outre les autorités étatiques, nous avons aujourd'hui la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une institution d'appui à la démocratie, qui est dirigée, la CNDH, qui est dirigée par un défenseur acharné des droits de l'homme. Nous lui remonterons, n'est-ce pas, nos observations après avoir examiné les dossiers, mais en l'état, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu à être saisi de ces dossiers par la bouche de monsieur le porte-parole de M. Kabound. À côté de ça, je vais te voir les infractions pour lesquelles M. Kabound est poursuivi. Donc, il n'est pas en audition aujourd'hui. Il y a l'audience. Et quand j'étais là, on en était au niveau de phase de l'instruction, c'est-à-dire il y a des questions qui lui sont posées par le juge, par le ministère public et par les avocats de la partie civile, s'il y en a, ainsi que par ses propres avocats. Donc nous sommes au stade de vérifier pour savoir, au regard des éléments, si les infractions mises à charge de M. Kabound peuvent être établies ou non établies. J'ai vu que parmi les infractions qui lui sont reprochées, il y a l'infraction de imputation dommageable, bon, autrement dit les injures, mais ce n'est pas la même chose, c'est de la famille. Hein? Ça, je dis pour que les téléspectateurs nous suivent. Imputation dommageable, c'est la même famille que diffamation, injure, ainsi de suite. Bon, voilà, donc il est poursuivi pour imputation dommageable, il est poursuivi pour propagation de faux bruits, et il est poursuivi pour offense au chef de l'État. Donc voilà les infractions qui sont là-bas. Sur toutes les infractions-là, j'ai indiqué à ses partisans qui étaient là, représentés par son porte-parole, j'ai d'ores et déjà indiqué que pour les infractions du droit commun, qui sont imputation dommageable, propagation de faux bruits, ces infractions-là ne sont pas des infractions politiques. Ce sont des infractions dites du droit commun. Et j'ai attiré l'attention des uns et des autres pour que un état de droit, c'est un état qui repose sur le principe. Le principe ici est que toute personne, député, sénateur, ministre, leader politique, nous sommes tous égaux devant la loi, comme le dit l'article 12 de notre Constitution. Ça voudrait dire que quand on est dans ce statut-là, l'on ne jouit pas d'immunité de poursuite ou des privilèges de poursuite. Très bien. Donc, on peut être poursuivi comme toute personne. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose est que ce n'est pas parce que l'on bénéficie d'un statut quelconque que quand il y a le procès, que l'on puisse dire que le procès est devenu politique. Non, le procès Kabound n'est pas un procès politique, ça, je l'ai dit. Quant à ce qui concerne, pour finir par là, quant à ce qui concerne l'infraction offense du chef de l'État, je indiquais d'ores et déjà, vous savez que cette infraction relevait dans le passé de la Cour de sûreté de l'État. Et la Cour de sûreté de l'État a été supprimée à la suite de l'ouverture démocratique. Maintenant, la vraie question, est-ce que cette infraction reste encore punissable dans notre pays? À mon avis, je pense que non. Je pense que non, mais nous verrons comment le... Oui, c'est une infraction, juridiquement, c'est une infraction, à mon avis, qui n'existe plus. Parce que la juridiction qui était compétente pour en connaître a été supprimée. L'idée était de dire qu'en démocratie, qu'il y ait la liberté d'expression, mais qui veut dire liberté d'expression ne veut pas dire qu'il y ait des injures ou qu'il y ait des imputations dommageables. Et donc, je crois que ce que l'on appelle outrage au chef de l'État, la volonté démocratique a fait que cette infraction-là soit supprimée. C'est pour cela qu'on a supprimé la Cour de sûreté de l'État.
Dans la mesure où, quand on parle d'outrage au chef de l'État, c'était dans la période dictatoriale où la personne, c'est ce qu'on appelait crime de lèse-majesté. Et donc, avec l'ouverture démocratique, supprimant, comment on appelle ça, la Cour de sûreté de l'État, pour moi, cela a emporté qu'on ne puisse plus voir la résurgence des infractions qui étaient hier sous la compétence de la Cour de sûreté de l'État. Ah, mais il y a une autre opinion qui vient dire que... On ne va pas rester longtemps sur cette question parce qu'il y a beaucoup à dire. Hein. Si vous pouvez peut-être je réponds à vos questions. Oui. Donc, j'étais en train de préciser que c'est une occasion pour que le juge de cassation, qui est une autre juridiction, puisse aujourd'hui déterminer l'état des droits congolais. Est-ce que l'on maintient que l'outrage au chef de l'État est une infraction punissable en droit pénal congolais? Le juge nous le dira. Ou alors, l'on considère que depuis la suppression de la Cour de sûreté de l'État, la volonté du Constitution est qu'on ne puisse plus avoir de pareilles infractions qui s'apparentent aux infractions qui ont existé dans les régimes dictatoriaux. Merci. Merci beaucoup pour cette entière entrée à la matière. La deuxième thématique, c'est les opposants politiques qui, chacun critique le pouvoir en place, qui disent qu'il y a violation de leurs droits et qui se sentent menacés. On va citer chacun avec sa revendication. Monsieur Martin Fayulu qui dit que monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris en otage la Cour constitutionnelle pour justifier une fraude électorale qui est en cours. Monsieur Délice Sanga qui dit que les opposants sont attaqués physiquement. On veut les atteindre physiquement, on veut les toucher physiquement. Il fait allusion à son attaque, son agression à la pierre ou aux pierres lors de son passage à Kananga. Monsieur Moïse Katumbi, pour sa part, il y a violation de droits de l'homme pour réduire les libertés de ses partisans, notamment monsieur Mike Mukeba qui a été arrêté, monsieur Salomon Kalonda qui a été arrêté. Il y a des perquisitions dans leur domicile, chez lui, partout. Ses droits sont donc atteints pour le diminuer politiquement afin de justifier la victoire du président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de revendications, mais on va se limiter là pour dire que les opposants se sentent vraiment en insécurité. Est-ce que tout ceci n'est pas une démonstration que l'État de droit est en train de subir un coup dur à quelques mois des élections? Nous savons qu'il y a beaucoup d'ennemis à l'État de droit. Apparemment, l'État de droit ne semble pas plaire, alors que c'est un idéal auquel on doit tendre. Donc, moi j'y crois à l'État de droit, c'est pour ça que j'ai mis en place mon ONG. Ouais. Et les ennemis de l'État de droit, ce sont ceux-là qui s'expriment parce qu'ils considèrent que les désordres leur profitent pour que l'on reste dans le régime de négociation et à travers ce régime-là de négociation, ils puissent accéder au pouvoir pour profiter de tous les privilèges qu'apporte le pouvoir, essentiellement les biens matériels. Et vous savez que quand il n'y a pas élection, ça signifie qu'il n'y a pas l'état de droit, parce que l'état de droit, c'est quoi? C'est que l'on admette qu'il y ait le respect de la loi. Et la loi ici, pour accès au pouvoir, c'est les élections. On n'a plus l'autre mode d'accès au pouvoir sans passer par les élections. Mais ces sachants non populaires et non capables de pouvoir accéder au pouvoir à travers les élections, on recourt à de vieilles recettes sous les anciens régimes de négociation. Et c'est comme ça que vous avez les laboratoires et les officines de ce que vous appelez opposants, qui savent très bien qu'il faut s'attaquer à la Cour constitutionnelle, essentiellement à travers son président, le président Dieudonné Kamoleta, qui semble beaucoup déranger. Vous savez qu'il y a un courrier, une lettre qui appelle à sa démission. Et je vous ai déjà indiqué que si aujourd'hui on s'attaque à Dieudonné Kamoleta, le président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas contre sa personne que l'on s'attaque, c'est contre l'institution. Et pourquoi on s'attaque à cette institution?
de la Cour constitutionnelle, c'est pour paralyser le bon fonctionnement des institutions, afin que ça crée un chaos, et de ce chaos qu'on aille au dialogue, et de ce dialogue que ceux qui ne peuvent pas accéder au pouvoir à travers les élections se retrouvent au pouvoir. Voilà un peu le but. Voilà pourquoi l'acharnement contre M. Dieudonné Kamoleta, qui par ailleurs fait du travail louable et considérable. Je vous ai indiqué qu'il nous a sorti de l'impasse dans laquelle, n'est-ce pas, l'arrêt, on n'aime pas que je dise l'arrêt Kalouba, mais pourtant cet arrêt, on doit l'attacher à son président. Chaque président doit marquer son passage dans une institution. Je n'ai rien contre M. Kalouba, mais tout simplement, le premier faux pas qu'a connu notre Cour constitutionnelle avec l'arrêt 001, cet arrêt-là a été aujourd'hui corrigé par l'arrêt Kamoleta. Et donc, l'un, Dieudonné Kalouba, a marqué négativement son passage à la Cour constitutionnelle, l'espoir dessus, et M. Dieudonné Kamoleta, ça c'est louable, il marque positivement son passage à la Cour constitutionnelle, et aujourd'hui il répond en tout cas à la confiance placée en lui par notre nation et notre peuple. Donc il satisfait les attentes parce qu'il a eu le courage, n'est-ce pas, de rendre un arrêt, le deuxième arrêt, qui vient dire que personne ne peut être intouchable dans notre pays. Voilà les attaques contre M. Dieudonné Kamoleta n'ont pour viser que un coup d'État constitutionnel. C'est pour ça que je dénonce un coup d'État constitutionnel qui est en l'air dans notre pays, et nous devons donc rester debout, soutenir notre justice, contrairement aux gens qui... Quels sont les éléments qui démontrent qu'il y a une tentative de coup d'État constitutionnel? Mais je viens de vous indiquer que les opposants que vous citez ont envoyé une lettre qui circule dans les réseaux sociaux où ils appellent à la démission sans base ni fondement juridique, la démission de monsieur le président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kamoleta. Ils demandent qu'il démissionne, mais s'il démissionne à 6 mois, ça sera quoi? Ça sera un chaos parce qu'il n'y aura pas les élections. À 6 mois, si il démissionne, ben, il y aura dysfonctionnement institutionnel parce qu'il faut encore passer par un mécanisme qui est trop lourd pour désigner d'autres juges, et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on peut appeler à sa démission sans raison. On lui reprocherait de violation de son devoir de réserve, alors que depuis l'affaire Cherubin Okende, on n'a pas vu monsieur le président de la Cour constitutionnelle s'exprimer ou à tout le moins dévoiler les éléments de l'instruction, en quoi il aurait violé les devoirs de réserve. Donc ce sont des accusations qui ne reposent sur rien. J'invite toutes les Congolaises et Congolais épris de la justice et qui croient en l'état des droits, à l'alternance depuis l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, d'apporter leur soutien à notre Cour constitutionnelle. Ça sera soutenir, nous avons l'obligation et le devoir de soutenir nos institutions. Donc j'en appelle à un soutien maximal au président de la Cour constitutionnelle, et au juge aussi Lomo, que l'on accuse inutilement pour avoir invité M. Cherubin Okende à venir faire une déclaration de patrimoine, ce qui est un devoir constitutionnel, et il était dans son rôle. Je vous ai déjà indiqué, au regard de l'article 99, il était dans son rôle. Bon, voilà, donc il y a aujourd'hui une préparation d'un coup d'État que je dénonce, un coup d'État constitutionnel. C'est pour cela qu'on s'attaque au président, à la Cour constitutionnelle, on s'attaque à la CENI, tout ça pour, évidemment, paralyser la machine et nous ramener à ce qu'on appelle les négociations. Certains veulent arriver au pouvoir par les négociations. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. Maintenant, vous me parlez de M. Fayulu. Mais vous savez que M. Fayulu, moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis société civile. Mon rôle, c'est de veiller... Mais il faut prouver que le président de la République n'a pas nommé des juges à la Cour constitutionnelle en violation de la loi, quand même, pour rassurer l'opinion qui vous suit, qui croit en vous. Mais ça, c'est un vieux débat. Ce débat-là a eu lieu quand il y a eu... C'est ça que M. Fayulu est en train de dénoncer. Bon, M. Fayulu, il est resté trop nostalgique comme homme du passé.
C'est un homme du passé, à force de parler du passé tout le temps. M. Fayulu, dans son discours, c'est quoi? Il vous dit qu'il a été président élu, mais ça fait 4 ans que les élections sont terminées. Et aujourd'hui, même le président des États-Unis, Trump, ne vient pas dire qu'il a été président élu, mais il avait contesté l'élection de Biden. Aujourd'hui, il n'en parle plus. Bon, on peut contester les élections, c'est son droit le plus légitime, mais une fois que les institutions ont confirmé l'élection du président de la République actuelle, on passe à autre chose. Il devrait se concentrer à pouvoir, n'est-ce pas, être un leader de l'opposition. Mais malheureusement, vous voyez qu'il n'a aucune ambition. Il est allé vendre avec son droit d'aînesse d'opposition parce que s'il il allait vendre à Lubumbashi son droit d'aînesse à M. Katumbi. Vous voyez, nous ne pouvons pas être un pays où l'argent achète tout. Donc c'est pour cela que nous disons à notre peuple que les élections, c'est le moment où nous décidons de notre avenir. C'est le moment où, en mettant un bulletin dans l'urne, nous confions notre destin entre les mains de celui qui va pouvoir nous diriger. Nous ne pouvons pas, en tout cas, confier notre destin entre les mains de M. Fayulu, qui hier disait qu'il était président élu. Bon, j'ai l'impression que même si on mettait à la CENI sa mère et à la Cour constitutionnelle son père, et s'il n'est pas élu, il va toujours contester les élections. Voyez-vous? Alors, donc on ne peut pas croire en ce monsieur qui, 4 ans après, il est dans la même chanson. Et aujourd'hui, alors qu'on pouvait penser qu'il pouvait être les leaders de l'opposition, mais il a choisi l'argent pour aller vendre son droit d'aînesse comme l'opposant numéro 1. Il est allé vendre ça à M. Katumbi, et à M. Katumbi, au coût de billets verts, achète tout, achète les hommes, les femmes. Et c'est attesté qu'il a vendu ça. Ben, il a vendu son droit d'aînesse de l'opposition. Du point de vue protocolaire, M. Fayulu, qui dans sa déclaration dit que M. Tshisekedi n'avait pas un dixième de biens immobiliers qu'il a. Bon, très bien. Encore faudra-t-il dire que pour devenir au pouvoir, il ne faut pas que cela repose sur l'argent. Voyez-vous? C'est pour cela que nous disons qu'au pouvoir, M. Tshisekedi n'avait rien, mais il avait ce qu'il faut avoir pour accéder au pouvoir, c'est le peuple. En dehors du peuple, vous pouvez avoir des milliards, vous ne pouvez pas accéder au pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir qui vient du peuple. Donc, vous pouvez avoir tout l'or du monde, sans le peuple, vous ne pouvez rien. Donc, le peuple d'abord. M. Fayulu a cru plutôt qu'avec son hôtel qu'il a, et il avait des biens immobiliers, il pouvait accéder au pouvoir. Bon, alors, pourquoi je parlais de l'hôtel? Lui, il a un hôtel, ici à Kinshasa, siège des institutions. Du point de vue protocolaire, quand vous quittez votre siège d'institution, même en famille, quand il faut faire des réunions de famille, quand vous quittez, vous qui êtes aîné, vous allez chez votre petit frère, vous avez vendu les droits d'aînesse. Et donc, je ne vois pas pourquoi Fayulu pouvait aller au niveau de Lubumbashi. Donc, pour ne pas nous éterniser sur lui, il allait vendre son droit d'aînesse. M. Katumbi doit arrêter à penser qu'en achetant les hommes et les femmes au coût de billets verts, c'est alors qu'on arrivera à accéder au pouvoir. C'est pour ça que nous éveillons la conscience de nos concitoyens pour comprendre que la seule source de légitimité, c'est le peuple. Et le peuple, on ne l'achète pas. Alors, pourquoi je dis ça? Pour finir, oui, cette question. Pourquoi je dis ça? Vous avez eu M. Olivier Kamitatou, il avait été reçu par vos collègues il y a de ça quelques mois. Et il avait dit qu'il n'avait pas encore le programme pour leur parti ensemble. Et récemment, il vient d'être reçu. Il dit quoi? Qu'ils sont à l'écoute du peuple. Donc, ils n'ont pas encore le programme, ils sont en train d'écouter encore. À moins de 6 mois. Vous voyez qu'à moins de 6 mois, quand on n'a pas le programme, c'est un peu déplorable. Donc, on ne peut pas penser qu'on est leader quand on n'a pas un programme
à vendre au peuple par ces programmes, nous devons les consommer. Ils n'en ont pas encore. Et je voudrais bien renvoyer M. Kamita, que je connais pertinemment personnellement, qui est porte-parole de M. Katumbi, quand il dit qu'aujourd'hui, parce qu'il parle, on réduit les débats sur les moyens de déplacement des députés, alors qu'en lui-même était président de l'Assemblée nationale, il avait pu donner des jeeps aux députés. Mais quand il dit ça, on peut le renvoyer aujourd'hui. Lui, il construit où? Il construit au Portugal, à Faro. Voilà la ville où il est, où il a des villas. Et ces villas-là, ça ne répond pas à quoi? Donc vous comprenez un peu que quand il a eu à être ministre du Plan avec la coopération japonaise, alors qu'il y avait des produits qui devaient être donnés pour aider les Congolais, et eux, M. Kamitato, en premier comme ministre du Plan, il y a eu la commercialisation de ce produit, donc les maïs, les ciments, on a parlé de commercialisation de produits, des dons faits aux Congolais. Alors, si on ouvre une enquête par là, je crois qu'il perdra le langage, il aura moins de volubilité. M. Matata, que je vois en troisième, bon, on semble dire que je m'acharnerai contre lui, mais il n'y a rien de ça. Je crois qu'on en parlera quand on va aborder, j'espère, la question de sortie médiatique de M. Mampouya. Et enfin, le plus jeune d'entre eux est mon frère ami Deli. Je regrette largement l'agression dont il a été victime au niveau de Kananga, mais seulement je l'invite à être du bon côté de l'histoire, au lieu de s'embarquer avec les conglomérats d'aventuriers. Voilà un peu ce que je peux vous dire, cher ami. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire à notre opinion, à notre peuple, que ne vous laissez pas entraîner par cette pratique malheureuse de changement auquel on nous invite tout le temps, ce que j'appelle mentalité de coloniser, où chaque fois on nous appelle à changer de maître. Non, ce n'est pas le changement de maître constamment qu'il faut, mais c'est des réformes et surtout accompagner les chefs de l'État dans ces réformes actuelles au lieu de nous laisser tromper par des gens qui viennent nous vendre l'illusion, qui viennent nous vendre le bonheur dont ils vivent eux-mêmes aujourd'hui et qu'ils promettent à demain pour les autres. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Merci beaucoup, M. Oscar Moubiaï, sur cette question des opposants politiques qui se plaignent de justement la problématique de respect des droits de l'homme pendant cette période post-électorale. On est en train d'évoluer lentement mais sûrement. Voilà, l'autre question, c'est cette question justement, premièrement de l'arrêt Matata et changement de la majorité au cours d'une législature. Également, il y a donc 2 arrêts à ce sujet, arrêt de la Cour constitutionnelle. Eh bien, il y a déjà certains professeurs qui sont en train de vous rejoindre, de remettre dans votre posture, qui soutiennent que le juge compétent de M. Matata, c'est, même de l'ancien président en fonction ou ancien, c'est la Cour constitutionnelle. Certains professeurs vous rejoignent, tels que le professeur Luzolo Bambi Lessa, qui vous rejoint, qui vous soutient. À part lui, il y a aussi d'autres professeurs qu'on ne veut pas citer le nom pour des raisons de temps. Malgré ça, malgré ce soutien du professeur Luzolo Bambi, aujourd'hui, il y a quand même des professeurs, il y a toujours des professeurs qui sont aussi contre cette posture. C'est le cas du professeur Nyabirungu et du professeur Auguste Mampouya. Je vais d'abord lire déjà l'arrêt de M. Auguste Mampouya. Il a analysé le RP 001 sous l'arrêt Kalouba dans son livre qu'il a publié tout récemment. Alors, votre point de vue, quand vous êtes devant des scientifiques qui s'opposent, vous-même vous êtes aussi scientifique, certains vous soutiennent, d'autres sont toujours contre vous, et ils donnent même des thèses, des hypothèses et arguments. Quelle est votre lecture? Bien, écoutez, je suis plus heureux, non pas pour moi, mais pour l'état des droits en marche, parce que vous venez de citer le professeur Luzolo qui nous rejoint. Et ça fait depuis novembre 2021 qu'il y a eu l'arrêt dit la RP 001 que j'appelle l'arrêt Kalouba,
où on a voulu installer dans notre pays ce qui n'a jamais existé nulle part au monde. Donc on a voulu installer encore, n'est-ce pas, le régime d'impunité. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que l'ancien Premier ministre ne peut pas avoir un juge. Nous nous sommes opposés à cela de le prononcer de cet arrêt. Au lendemain, j'ai publié une opinion libre pour dire que M. Kalouba avait fait fausse route dans la mesure où il n'avait pas analysé la circonstance à l'occasion, laquelle circonstance faisait que l'ancien Premier ministre était justiciable de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que l'ancien Premier ministre a un juge pénal qui s'appelle le juge constitutionnel. Alors, l'argument que j'invoque sur cette question-là, une fois pour toutes, parce que j'en ai largement parlé, je n'en parlerai jamais assez. L'argument que j'invoque, il est celui-ci. Cet argument, c'est de dire que l'article 99 de notre Constitution, à son dernier alinéa, dit que à la fin de ses fonctions, l'ancien Premier ministre, donc M. Matata, doit faire une déclaration de son patrimoine. Si cette déclaration est fausse, ou si l'on découvre qu'il y a eu un enrichissement, ça voudrait dire à l'entrée des fonctions, M. Matata dit, j'avais $1000 dans mon compte. À la sortie, à la fin de ses fonctions comme Premier ministre, il était Premier ministre en 2012, et il a cessé d'être Premier ministre en 2016. On va regarder par rapport à ce qu'il touchait comme salaire. Est-ce que s'est-il enrichi ou pas? S'il s'est enrichi illégalement, à ce moment-là, il doit être poursuivable parce que l'on présume qu'il a détourné, parce que il ne peut pas justifier au fisc son enrichissement sans cause. Alors, maintenant, M. Nyabirungu vient dire que non. Cet article-là, l'article 163 de la Constitution, et aussi 164, en disant que la Cour constitutionnelle est le juge pénal, je vous lis ça, la Cour constitutionnelle est juge pénal du Premier ministre. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre. Monsieur Matata est venu vous dire, Monsieur Nyabirungu est venu dire quoi? Est venu dire qu'on n'a pas parlé de l'ancien Premier ministre, mais on a parlé du ministre en fonction. Nous lui avons dit, et nous le répétons, et nous sommes heureux que le professeur Luzolo nous rejoigne. Nous disons non. Non, pourquoi? Nous avons dit que, parce que cela remettait en cause l'objectif constitutionnel qui est dans l'exposé des motifs, point 6, lutte contre l'impunité. Première raison. Alors, là, tout de suite, j'indique au professeur Mampouya qui soutient professeur Nyabirungu, j'ai vu sur certaines antennes, leurs disciples, un certain professeur, me traitant de semi-lettrés. Moi, les injures, ça ne m'atteint pas, ça, ce n'est pas la question. Mais la question était que j'appelle aux uns aux autres, j'appelle la science se construit en contradiction. Si on a besoin de me contredire, qu'on vienne en débat contradictoire. Alors, j'indique à professeur Mampouya, par son disciple qu'il m'a envoyé, j'aurais bien voulu que lui-même vienne, au lieu de m'envoyer son disciple, qui a mal assimilé ce que lui-même lui apprend. Donc, j'indique que quand j'ai dit que j'invoque l'exposé des motifs, lui il dit que c'est la moralité. Non, je n'ai pas invoqué la morale. L'exposé des motifs, c'est ce que l'on appelle objectif constitutionnel qui est prévu dans l'exposé des motifs qui dit que les considérations qui ont milité à la mise en place de la Constitution de 2006,
c'est de lutter contre l'impunité. 1. Donc, c'est ce que j'ai indiqué. 2. Quand j'ai dit que l'arrêt Kaloba, ce n'est pas que j'ai dit que l'arrêt là s'appelle Kaloba, je sais que c'est une décision collégiale. Mais une décision collégiale emporte la responsabilité de son capitaine qui est M. Kaloba. Et j'ai indiqué que M. Kaloba, s'il était contre cette décision, pouvait avoir ce que l'on appelle opinion dissidente parce que cela est permis. 3. Et enfin, par rapport à cette histoire, pour clore vraiment ces débats de manière définitive, j'ai suivi le professeur Luzolo. Bon, il dit, comme moi maintenant, que les juges constitutionnels et juges pénals. Sauf que l'argument de Nyabirungu et de Mampuya, ils viennent vous dire, mais si vous admettez que l'ancien Premier ministre soit poursuivi, par quelle procédure? J'ai vu même vos téléspectateurs me poser cette question. Ils disent que, mais comment on va appliquer l'article 166? Je vous lis ce que l'article 166 dit très rapidement. L'article 166 dit ceci. En cas de poursuite, les poursuites contre l'ancien Premier ministre, comme l'ancien Président de la République, en fonction, donc le Président de la République en fonction, comme le Premier ministre, les poursuites contre eux sont lancées par l'autorisation du Parlement réuni en congrès dans 2/3 de sa majorité. Et ils disent, mais comment quelqu'un qui n'est plus Premier ministre, quelqu'un qui n'est plus président, comment on va réunir les congrès pour autoriser les poursuites de celui qui n'est plus en fonction? Comment on va appliquer donc en un mot l'article 166? À cette question-là, c'est pour ça que nous devons saluer également celui qu'on a inutilement vilipendé matin, midi, soir, le procureur général Mukolo. Je vous ai toujours indiqué que c'est un magistrat chevronné. À cette question, je renvoie au règlement intérieur sur la Cour constitutionnelle. Le règlement intérieur, son article, je crois, 71, dit ceci. Si l'on est dans le cas de poursuite contre l'ancien Premier ministre, l'article 166 ne s'applique pas. Les poursuites seront engagées par le procureur général pré-cour constitutionnelle, en l'espèce le procureur Mukolo. Donc, le prévenu Matata doit arrêter de penser que M. Mukolo a l'acharnement contre lui et de dire qu'il y a violation de la Constitution. Non, ils lisent mal la Constitution. Donc, je vous renvoie donc... D'ailleurs, il y a des opposants qui lui ont écrit pour lui demander qu'il puisse se mettre de côté. Je vous ai indiqué tout à l'heure par rapport à la lettre de la démission de la Cour constitutionnelle que c'était une stratégie des politiciens. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Je vous dis, leurs arguments selon lesquels on ne peut pas poursuivre l'ancien Premier ministre parce qu'il n'y aura pas possibilité d'appliquer l'article 166, cet argument ne tient pas. Et le professeur Mampuya, le professeur Nyabirungu, s'ils m'attendent, je leur renvoie, c'est l'article 166, si vous voulez le lire, c'est celui-là. Article 166. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Cet article-là, en cas de poursuite de l'ancien Premier ministre, cet article-là ne s'applique pas. OK? Oui. Voilà. Donc, je crois que je suis clair avec vous. Maintenant, sur l'autre question. Et la chronique, on va prendre la chronique du professeur Mampuya, chronique du prof Mampuya du mardi 2 août 2022, intitulée « Avant dire droit, RP 09 de la Cour de cassation ». Eh bien, le prof Mampuya, dans cet arrêt, il dit beaucoup de choses. Mais avant qu'on ne puisse y arriver, celui-ci dit également des choses telles que, premièrement, la jurisprudence n'est pas une source de droit. Ça, c'est la première affirmation du professeur Auguste Mampuya. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle congolaise ne peut pas recourir au pouvoir régulateur du juge.
Ben, écoutez, avant qu'on en arrive là-bas, je préfère tout de suite vous répondre sur quelque chose d'important. Mon téléphone s'ouvre rapidement parce que je vous demande de lire la tribune de M. Mampouya. Vous l'avez la tribune du prof Mampouya. Voilà. Quelle dit sa avant que tribune? vous puissiez lire la tribune de professeur Mampouya. Oui. Voilà. D'abord, une mise au point. Son disciple qui est passé sur vos antennes. Pas ici. Pas chez vous, chez vos collègues. Semble commencer à analyser les livres du professeur Mampouya. Ce qui n'est pas mon propos. Mon propos est que de dire que le professeur Mampouya a son droit le plus légitime de critiquer les arrêts de la Cour constitutionnelle. OK? Mais il n'a pas droit et il n'a pas la légitimité par ailleurs nécessaire de remettre en cause scientifiquement les principes universellement admis en sciences. C'est en cela qu'il déroute nos étudiants. Et voilà, qu'on soit très clair, qu'il critique les arrêts de la Cour est une chose, mais qu'il remette en cause les principes scientifiques sur lesquels la Cour constitutionnelle s'est appuyée, là, ça n'est une autre. Donc ici, et devant vous, nous apportons d'abord un démenti solennel pour dire que nous n'avons aucun acharnement contre M. Matata, que je ne connais ni de père ni de mère. Mais nous ne pouvons pas laisser M. Matata, par ses avocats, venir nous imposer dans notre pays un régime d'impunité. Ça, nous disons non. Donc l'état des droits dit Matata doit être poursuivi. Et je vous ai démontré que quand le professeur Nyabirungu, comme son avocat, a tenté de nous apporter un mensonge pour défendre son client, en utilisant sa casquette et son étiquette de professeur pour professer de mensonges, ça, nous avons dit non, et nous continuons à dire non, et nous dirons non jusqu'à l'éternité, au prix de notre vie. Nous disons que l'ancien Premier ministre doit être jugé et est justiciable devant les juges constitutionnels. Et nous sommes heureux, comme je venais de vous dire, que le professeur Luzolo nous rejoigne sur cette ligne-là et que je vous ai indiqué que vous appelez tous les professeurs congolais et leurs étudiants. Nous nous mettons dans une salle. Le soleil se lève avant qu'il ne se couche. Ils vont m'applaudir et dire que j'ai raison, comme le professeur Luzolo vient d'en apporter la preuve. Et donc, je vous ai renvoyé à l'article 99 qui dit que l'ancien Premier ministre, s'il s'est enrichi illégalement, est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et je vous ai apporté la preuve scientifique en disant que l'argument selon lequel, pour le professeur Nyabirungu, soutenu par Mampouya, que dans ce cas-là, comment on va appliquer l'article 166? J'ai répondu en disant que l'article 166, en vous renvoyant au règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, à son article 71, qui dit clairement que les poursuites ne sont pas autorisées par le 2/3 du Parlement réuni en Congrès, mais par le procureur général pré-cour constitutionnelle. Une occasion de dire ici que M. Matata, malgré sa puissance financière ou ses réseaux internationaux, parce qu'on a entendu Madame Labintou qui se mêle dans les affaires intérieures du pays en disant qu'il y avait l'acharnement contre M. Matata. Et ça, sur base de faux articles de la Constitution auxquels renvoient le professeur Nyabirungu et Mampouya. Je vous ai dit, dans ce cas-là, l'article 166 ne joue pas, il est neutralisé. C'est le procureur général qui engage les poursuites. Ce que fait, à juste titre, le procureur général Mukolo, que l'on attaque et qu'on vilipende pour rien. 2. J'ai indiqué que l'arrêt Kamouleta 2 était un arrêt qui est venu dire que
l'ancien Premier ministre est justiciable de la Cour constitutionnelle. Et donc l'arrêt Kamoleta 2 sort notre justice de l'impasse dans laquelle l'avait plongé l'arrêt Kalouba 1. Donc les arguments que je vais vous apporter indiquent à suffisance que l'arrêt Kamoleta 2 était à saluer de nos deux mains. Maintenant, on vient vous dire que si l'arrêt Kamoleta 2, qui reconnaît aujourd'hui que l'ancien Premier ministre est poursuivable de la Cour constitutionnelle, étant donné que cet arrêt 2 vient après 1, on vous envoie sur le principe que la loi ne rétroagit pas, la loi pénale ne rétroagit pas. Encore une hérésie la plus totale. Je ne sais pas si ces gens sont des professeurs. J'ai des doutes sérieux. Parce qu'un professeur ne peut pas donner un principe universellement connu et clair, il vient les torpiller. Quand on parle du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, lequel le droit pénal, Nyabirung enseigne à nos enfants de la 2e année des graduats, cela est vrai que la loi pénale, encore il faut dire deux choses. La loi pénale qui ne rétroagit pas, c'est la loi pénale dite sévère. Ça voudrait dire quoi? Si aujourd'hui on vote une loi pour dire qu'on va punir l'homosexualité au Congo, l'on ne pourra pas, alors que la loi est votée aujourd'hui, on ne pourra pas poursuivre les homosexuels pour les actes commis hier. C'est ce que l'on appelle la non-rétroactivité de la loi pénale. Elle porte pour les faits à venir. Mais il est aussi admis que si la loi pénale est plus douce, elle rétroagit. C'est ce que l'on appelle la rétroactivité inimitius. Mais maintenant, la loi pénale dont on parle, c'est la loi pénale de fond. Vous comprenez? Mais ici, un arrêt, lui, M. Mampouya qui dit que l'arrêt n'est pas une source de droit, comment voudriez-vous, excusez-moi, arriver maintenant à entrer en contradiction pour dire qu'un arrêt devient une loi, au même titre que la loi pénale, pour dire qu'elle ne rétroagit pas. L'arrêt n'est pas une loi pénale. Et donc l'arrêt Kamoleta, qui est un arrêt sur l'interprétation, qui n'a rien à voir avec l'arrêt numéro 1, quand l'arrêt numéro 2 vient dire que l'ancien Premier ministre est poursuivable devant la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'on fait? Le procureur général, c'est pour ça, nous disons que nous avons un procureur général chevronné, il relance des poursuites contre le monsieur. Cette fois-là, devant la Cour constitutionnelle ne va pas refuser, encore moins discuter sur la compétence. La Cour constitutionnelle va cette fois-là s'appuyer sur l'arrêt numéro 2 qui a indiqué qu'elle est compétente. Nous sommes sur la compétence. Et la compétence ne tranche pas les litiges. Par ailleurs, le professeur Mampouya lui-même le dit dans son livre qu'un arrêt de compétence n'a pas tranché les litiges. Donc un arrêt de compétence ne tranche pas les litiges et on peut y revenir à tout moment. Et donc, deux choses, pour ne pas m'étarder sur cette question. Quand les disciples de Mampouya viennent vous dire que l'arrêt Kamoleta 2 ne peut pas rétroagir, mais l'arrêt ne rétroagit pas. Mais simplement, cet arrêt va s'appliquer parce que l'arrêt vient trancher un problème de compétence. Et il va s'appliquer au moment de poursuite. C'est pour ça que le procureur général a relancé les poursuites. Et donc l'arrêt Kalouba est mort totalement sans qu'on ne puisse dire qu'il y a rétroactivité. Non. Vous comprenez cela, il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. D'accord, maître. On va avancer. On va prendre le dernier élément prévu pour cette émission. C'est justement l'arrêt sur le changement de législature au cours
le changement de majorité au cours d'une législature. C'est ce que je voulais dire. Le changement de majorité au cours d'une législature parlementaire. Maître Oscar Mobiaï, on a critiqué le Parlement, des députés nationaux qui étaient élus sous des listes de certaines familles politiques, quitter ces familles politiques pour rejoindre d'autres familles politiques au cours d'une même législature. Ce qu'on appelle la transhumance. La transhumance. Oui. Est-ce qu'une majorité peut-elle changer de camp au cours d'une législature, maître? Mais au Congo, ça a changé. Sans élection. Non, au Congo, ça a changé. Pourquoi vous voulez dire des choses? L'arrêt rendu par la Cour est un arrêt... Je vais vous expliquer rapidement. Déjà, vous avez compris, pour que je ne revienne plus sur les mêmes histoires, parce que je suis fatigué. Appelez ceux qui me contredisent, au lieu de venir devant vous, et ils parlent eux-mêmes qu'ils viennent en contradiction. La science, c'est la contradiction. Vous avez compris définitivement ceci que, quand on vous invoque l'article 168, qu'on vous a mal enseigné, pour dire on ne revient pas deux fois sur la même chose, les arrêts de la Cour, cet article 168 ne s'applique pas en cas d'espèce à l'arrêt Kaloba. Donc l'arrêt Kamoleta n'est pas revenu sur l'arrêt Kaloba. 2. Vous avez donc compris, 1. L'article 168 ne s'applique pas. 2. L'article 166 non plus ne s'applique pas. Et donc vous avez compris qu'il n'y a aucun acharnement. La Cour constitutionnelle, par son président, a dit un bon droit. Et la Cour, le parquet général près cette Cour est dans son rôle de poursuivre les délinquants qui ont commis des infractions, en l'espèce M. Matata. Parce qu'il est tombé et il doit être poursuivi. 3. L'article 28, invoqué à tort par M. Nyabirungu, qui dit que nul n'est tenu de respecter un ordre manifestement illégal, ne s'applique pas. J'ai déjà indiqué que les citoyens ne se refusent jamais à aller répondre à une convocation. S'ils le font comme Matata l'a fait, ça s'appelle rébellion, c'est une nouvelle infraction. Et 3, on va les chercher par force. Parce que la force et la violence restent à l'État. Personne ne peut avoir une force supérieure à l'État. C'est pour ça que j'invite aux autorités congolaises de neutraliser rapidement M. Matata par un mandat d'amener pour aller le cueillir là où il est et le ramener ici pour le placer en résidence surveillée en sa qualité de sénateur. Parce qu'il risque de donner l'image que voilà, il est plus fort que l'État. Maintenant, sur votre question. Depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, bon, je ne sais pas, j'invite les scientifiques d'être attentifs. Parce que depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, la révolution s'opère dans notre pays au sens d'un état de droit en marche. Mais les scientifiques ne comprennent pas cela et pas seulement à des critiques. Peut-on changer une majorité en pleine législature? Voilà. La réponse, oui, parce que ça s'est fait. Tous les gens de FCC sont où maintenant? FCC cache est mort. Tous les gens de FCC sont allés à l'Union sacrée. C'est une innovation. Il faut acclamer ça. Alors, je vous donne un exemple. Comment est née la Révolution française? Bon, si on s'en tient au droit, très bien. Au droit. Je vous réponds, mais c'est du droit. La Révolution française, ABCS, a changé l'interprétation, a dit aux autres, vous quittez les 3 ordres là-bas. Il dit, vous quittez là-bas, vous ne rejoignez parce qu'il a défini les choses. La loi dit que si un député quitte son parti ou sa famille politique, mais je vais vous répondre. Il perd automatiquement son... S'il vous plaît, je vous réponds. Donc, à partir de là, est née la Révolution française et je renvoie à la Révolution. Donc, il y a des révolutions qui s'opèrent de manière express, qu'on appelle par exemple, et la Constitution change au moment des grandes révolutions ou au moment des coups d'État. Ça, ce sont des révolutions express. Il y a des révolutions aussi tacites qui s'opèrent sans coup d'État, sans bruit, comme la révolution qu'on a connue, le changement de majorité en pleine législature. En droit constitutionnel, on appelle ça le paradigme constitutionnel. La révolution, c'est une révolution. Donc, avec Tshisekedi, on a connu une révolution dans ce pays. Maintenant, j'explique cela. Une révolution qui ne viole pas la loi, j'espère. Mais ça ne viole pas la loi. Je vous démontre maintenant que ça ne viole pas la loi. Vous avez 2 normes constitutionnelles. L'article 101, qui interdit les mandats impératifs. Et l'article 110, qui sanctionne la transhumance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas quitter FCC, aller à l'Union sacrée. L'article 110.
C'est ce que vous appelez transhumance. On est d'accord? Si vous ne pouvez pas quitter votre parti pour aller à un autre, si vous le faites, on vous sanctionne, que vous perdez le mandat. La vraie question qui se pose maintenant, à qui appartient ce mandat? Au parti politique ou au peuple? Si vous mériterez le mandat parce que je vous ai quitté, c'est que le mandat vous appartient. Or, quand je vous renvoie à l'article 5, on dit le pouvoir appartient au peuple. Et on ne peut l'exercer que par le peuple. C'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Donc le mandat appartient au peuple et non pas au parti politique. L'article 5 de la Constitution. Et à partir de là, quand vous avez maintenant une loi qui dit si vous quittez, vous perdez le mandat comme sanction, et une autre qui dit on interdit les mandats impératifs, et que la Cour constitutionnelle qui vient donner une interprétation en disant que non, je neutralise cette disposition constitutionnelle qui n'est pas conforme à l'esprit de la démocratie, à l'esprit du constituant. Donc l'article 110 qui sanctionne la perte de mandat n'est pas conforme à l'article 5 de la Constitution qui dit le pouvoir appartient au peuple et non pas au parti politique ou au chef des familles politiques. Donc, Tshisekedi est venu mettre fin à quoi? Il est venu mettre fin à la notion des autorités morales qui croyaient que le mandat des députés était leur mandat et les députés étaient devenus leurs esclaves. Voilà la révolution de Tshisekedi que nous devons acclamer parce que c'est la démocratie. Ça. Et je vous ai démontré, si vous avez d'autres personnes, vous les invitez, ils viennent, je leur démontre. Vous pouvez me lire l'article 5 parce que je vois que votre chrono tourne rapidement. Pardon. Vous pouvez lire l'article 5. Article 5. L'article 5, j'étais dans l'article de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Voilà, c'est ça. La souveraineté nationale appartient au peuple. Mais comme le peuple ne peut pas l'exercer lui-même, c'est ce qu'on appelle démocratie directe. Pour les petits pays comme la Suisse, le peuple lui-même exerce sa souveraineté par voie de référendum. Mais pour les grands pays comme les nôtres, on appelle ça démocratie représentative. Donc le peuple exerce son pouvoir à travers ses députés, donc à qui il donne mandat. Et c'est pour ça qu'on dit que le seul mode d'accès au pouvoir, c'est par le peuple qui vous donne mandat. Avec la Constitution ici, les constitutions nées depuis 1990, d'après la dictature, on a voulu lutter contre la transhumance. Mais comme on en a abusé, la transhumance dans notre pays, je vous ai donné la fois dernière les cas d'Ntambo Mwamba et Mabunda qui n'ont pas voulu nous aider pour nous sauver contre Covid. Ils n'ont pas voulu voter la loi pour accompagner le chef de l'État, simplement parce qu'ils n'étaient pas de leur majorité. C'est de là qu'est née la révolution. On dit, mais écoutez, si vous interprétez les choses de cette manière-là, ça devient dangereux pour le bon fonctionnement de notre pays. C'est pour cela la Cour constitutionnelle qui a été saisie a démontré que cette disposition constitutionnelle, l'article 110, qui sanctionne les députés qui sont devenus comme des esclaves, cette disposition-là n'est pas applicable parce que contraire à d'autres dispositions, notamment l'article 101 et surtout l'article 5 qui dit que la souveraineté appartient à qui? Au peuple. Maintenant, si vous vous dites que vous mériterez mandat parce que vous m'avez donné l'argent afin d'aller faire les élections et que je suis devenu votre esclave, cette sanction-là, on la neutralise parce qu'un député n'est pas un esclave. Vous comprenez pourquoi que la démocratie marche? Il faut que nous ne puissions pas voter les gens qui sont envoyés, à qui on paye l'argent pour se représenter comme candidat, à qui on donne des jets privés pour circuler dans le pays parce qu'on a l'argent. Non, on ne devient pas au pouvoir parce qu'on a l'argent, comme Fayoulou l'a dit. On devient au pouvoir parce que le peuple vous vote, n'est-ce pas? Et parce que la souveraineté, nous pouvons tout perdre, mais ce que l'on ne peut pas nous retirer, c'est notre droit à la souveraineté. Donc, le peuple n'est rien, mais il a tout. Tout, c'est quoi? C'est les bulletins de vote. C'est ça. Je n'ai pas de maison, comme Fayou l'a dit. Je n'ai pas de jets privés. Je n'ai rien. Mais j'ai au moins mon droit de vote. J'ai au moins mon droit de vote. Par mon droit de vote, les dirigeants que nous allons élire sont soumis au peuple et doivent faire la volonté du peuple et donc le peuple d'abord. Et donc soyez du bon côté de l'histoire avec l'état de droit en marche. Et le bon côté de l'histoire, c'est de ne pas constamment changer de maîtres comme des esclaves, c'est de soutenir les maîtres qui est là actuel, M. Tshisekedi, pour que nous ayons une alternance, quoi, c'est les élections,
et que l'alternance soit en marche. Quand il aura fini son mandat, s'il peut en avoir le deuxième, nous le souhaitons. Et quand il a fini, il fera encore une alternance apaisée, sans un coup de feu. Et nous aurons un autre président. Et c'est comme ça que les institutions et les pays marchent. J'en appelle. Et moi, je propose la sortie de la Troisième République et de cette constitution écrite bizarrement par le professeur Mampouy, qui l'a mal rédigée. Et donc, au prochain mandat de M. Tshisekedi, il faut qu'il inscrive dans son programme d'action la sortie de la Troisième République pour entrer à la Quatrième République et changer cette constitution qui est un chiffon et un acte de trahison. Messieurs, dames, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, pour cette émission. Je pense que vous êtes prêts pour un débat contradictoire, comme vous l'avez toujours dit. Nous allons certainement avoir un débat contradictoire, Dieu voulant. Nous invitons ceux qui ne partagent pas les points de vue du professeur, pardon, de Maître Oscar. Je vais vite en besogne pour l'appeler professeur. Hein. Moi, je suis comme ça. Je n'aime pas les titres. Voilà. Donc, vous souhaitez bien débattre avec Maître Oscar Moubiaï. Vous êtes juriste. Vous pensez que ce qu'il dit n'est pas juste ou n'est pas droit. Vous pensez que vous connaissez, vous avez un autre son de cloche. Eh bien, venez ici. Il est là pour débattre avec nous. Appelez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons vous recevoir. Le débat sera là. Et il sera en tout cas très démocratique. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre partout dans le monde. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.